Alors bienvenue à tous et à toutes, pour, ce webinaire sur les ransomware. Merci pour votre participation. Webinaire, de Zixel, dont le sujet aujourd'hui est donc, on va dire un sujet d'actualité au niveau de la sécurité informatique, concernant les ransomware. Votre entreprise et vos collaborateurs sont-ils bien protégés face à la menace des ransomware? C'est donc moi qui vais présenter ce webinaire. Donc je suis Charles Jesma, Product Manager chez Zixel France, sur la ligne de produits sécurité. Alors l'agenda de ce webinaire, quelques mots au départ, concernant Zixel, pour que vous compreniez mieux qui est Zixel pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Une partie sur les ransomware, voilà, c'est une nouvelle menace de sécurité. Comment se protéger, face au ransomware et enfin une présentation de notre gamme de sécurité Zixel, pour se protéger face au ransomware. Je vous propose de passer au premier point de cet agenda, donc une rapide présentation de la société Zixel. Alors Zixel est une société taïwanaise qui a plus de 25 ans d'existence, bientôt 27 ans d'existence. C'est une société, c'est un constructeur d'équipements réseau et télécom essentiellement pour les entreprises. Donc on est 1500 collaborateurs dans le monde entier, présents on va dire sur tous les continents, dans 35 filiales. Essentiellement pour les entreprises, même si Zixel travaille également sur des gammes grand public, avec donc aujourd'hui plus de 700 000 entreprises qui travaillent avec nos équipements, ce qui représente environ 100 millions d'équipements connectés. Alors les chiffres d'affaires de Zixel Monde en 2016, 383 millions de dollars, en croissance depuis plusieurs années. Je vous disais donc que Zixel est présent dans le monde entier. On voit sur ce planisphère la présence sur l'ensemble des continents. Ce qui est intéressant, c'est de noter que 53% des revenus de Zixel sont réalisés en Europe, chez nous. Et cette répartition nous donne du poids par rapport aux choix stratégiques qui seront réalisés par notre maison mère sur l'évolution des gammes de produits. C'est donc sur la base des éléments que vous nous remontez au quotidien que nous faisons évoluer nos solutions. Continuez donc à faire vos retours sur nos gammes de produits et ça nous permettra de les faire évoluer évidemment dans le bon sens et dans votre sens. Alors Zixel, c'est une société, c'est un constructeur, un constructeur, on va dire en réseau informatique de manière générale. Ce qui est important, c'est que dans ce domaine-là, on considère qu'une société est innovante si elle investit chaque année entre 6 et 7% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. C'est le cas de Zixel. En 2016, on a investi 7% de notre chiffre d'affaires en R&D. Alors cela passe déjà donc par les collaborateurs. Aujourd'hui, on compte environ 500 ingénieurs dans le monde chez Zixel qui travaillent sur nos produits, 150 techniciens qui viennent compléter ce tableau-là. Voilà, c'est l'ensemble de ces ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières qui sont investies dans la recherche et le développement. Ça fait de Zixel un constructeur innovant qui va permettre de répondre à l'ensemble des problématiques de tous vos clients. Alors cette recherche et développement, on va les investir sur l'ensemble de nos gammes de produits. Vous retrouvez sur cette illustration toutes les gammes de produits sur lesquelles Zixel va proposer du matériel, donc des passerelles, des CPE, des SL, LTE 4G, des solutions de sécurité. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le réseau des entreprises avec des switches, des points d'accès Wi-Fi, toute une gamme de produits manageables dans le cloud qui s'appelle Nebula, et des solutions de management réseau, des solutions logicielles qui vont vous permettre de piloter l'ensemble de ces solutions. Alors aujourd'hui, on parle on va dire d'une gamme en particulier, notre gamme sécurité, des firewalls VPN et des services UTM, qui vont répondre à différents besoins, notamment à la protection du réseau et des protections, on va dire, par rapport à différents types de menaces
aujourd'hui, la menace qui nous intéresse, c'est évidemment les ransomware. Voilà, donc je vous propose de passer donc à la deuxième partie de ces webinars pour présenter, justement, dresser un petit peu le tableau de ces ransomware. Alors qu'est-ce qu'un ransomware? Alors un ransomware, déjà, c'est un terme anglais. En français, on utilise soit ce mot-là de ransomware, on parle aussi de rançongiciel, qui est on va dire un mot francisé. Alors ransomware, déjà, c'est une attaque informatique. Une attaque informatique qui va, on va dire, venir, d'un pirate. C'est une attaque informatique de type virus, un virus ou un malware. C'est donc, quelque chose qui va venir, perturber, le fonctionnement, d'un système informatique, qu'il s'agisse, d'un PC ou d'un réseau. Cette attaque, ce virus, son objectif, ça va être de verrouiller, le système et les données des personnes et des entreprises ciblées. Donc là, on parle vraiment alors soit de personnes, indépendantes, lorsque c'est vraiment un résidentiel qui est touché, ou alors une entreprise entière et où là, on va dire que l'attaque va chercher à verrouiller vraiment l'ensemble du réseau. Et les victimes, donc qu'elles soient des personnes indépendantes ou des entreprises, sont invitées à payer une rançon aux pirates pour espérer retrouver un accès à leur système et à leurs données. Donc c'est vraiment ces 3 éléments qui vont qualifier, un ransomware. C'est une attaque de type viral qui va verrouiller un système et des données et pour retrouver ces données, la personne, la victime de l'attaque, est invitée à payer une rançon. Alors les ransomware, ce sont des attaques, qui sont arrivées il y a déjà plusieurs années. En revanche, on se rend compte qu'il y a vraiment une très forte progression de ce type d'attaque, depuis 2 ans. En 2015, on estime qu'il y a eu, on va dire 1 000 attaques, de type ransomware par jour dans le monde entier. En 2016, on va dire ce type d'attaque a été multiplié par 4, avec donc 4 000 attaques par jour et en 2017, on va avoir encore une grande progression de ce type d'attaque. Alors en 2016 toujours, 209 millions de dollars, c'est le montant des rançons qui ont été payées sur le premier trimestre. Voilà, 62 nouvelles familles de ransomware, hein. Les ransomware, ce sont des attaques informatiques, mais qui évoluent chaque jour. Et voilà, 54 000 évolutions de ransomware à la fin du troisième trimestre. Voilà, c'est vraiment, on va dire des attaques, un type d'attaque qui est en forte progression, en forte mutation aussi. Et évidemment, la mutation, elle va permettre aux pirates, de continuer à sévir au niveau des entreprises. Parce qu'au final, un virus, une fois qu'on a trouvé comment le combattre, eh ben, il a plus du tout le même effet. Alors pourquoi ces attaques de ransomware, on va dire sont privilégiées, de plus en plus par les pirates? Alors il y a 2 raisons, hein, aujourd'hui on considère que non seulement les pirates, vont investir dans ce type d'attaque parce que ce sont des attaques lucratives, hein. Les clients, qui se retrouvent, avec, leurs données, avec le réseau verrouillé vont, pour beaucoup, accepter de payer les rançons pour retrouver leur activité parce que, chaque minute qui passe avec, leur système verrouillé, c'est évidemment, de l'argent, des ressources qui sont immobilisées et de l'argent qui est perdu. Donc les entreprises on va dire, plusieurs entreprises sont prêtes à payer, les rançons. Ça en fait donc des attaques lucratives. Les ransomware aussi, on se rend compte qu'il y a on va dire différents objectifs. Il y a ces objectifs, financiers qui vont pousser les pirates, à les envoyer. Mais on se rend compte qu'il y a aussi parfois des motifs qui sont beaucoup plus, politiques, et c'est ce dont on s'est aperçu, on va dire les derniers mois qui sont passés. Alors, comment, fonctionne un ransomware? Un ransomware déjà, une personne, on va dire une action initiale d'un utilisateur. Alors l'utilisateur, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe quel utilisateur, on va dire sur son ordinateur, sur un serveur. Ça peut être, un administrateur réseau, mais ça peut être, on va dire un
une simple personne qui va naviguer sur internet. Voilà, c'est donc le 2e élément. Notre utilisateur, il va faire quelque chose. Il va surfer sur internet, il va, regarder ses emails, il va télécharger une pièce jointe, il va installer, un logiciel. Ça peut être, beaucoup d'actions. À partir du moment où cette action est faite, la 3e étape, c'est l'installation et la propagation du virus. Alors la propagation déjà dans un niveau local, au niveau du PC, c'est que petit à petit, le ransomware va s'attaquer à des fichiers, puis à tout l'ordinateur, puis à tout le réseau auquel l'ordinateur est connecté. Et l'impact, c'est que c'est le verrouillage de toutes les données et de tout le système. Une fois que l'ensemble des éléments sont verrouillés, en général, il y a un message, qui s'affiche à l'écran. Il y a un message qui demande, une rançon. Alors cette rançon va pouvoir être, payée de différentes façons, soit directement, par un virement en bitcoin. Le bitcoin, c'est une monnaie dématérialisée qui est, privilégiée par les pirates informatiques, ou alors, par l'intermédiaire d'un email. Enfin, le dernier élément, c'est un ultimatum. L'utilisateur va avoir un ultimatum, va avoir un certain nombre de jours, un certain nombre de semaines, pour payer, sa rançon, sachant que la rançon va potentiellement pouvoir, le montant de la rançon va potentiellement pouvoir augmenter au fil du temps, au fil des jours, heu, jusqu'à l'ultimatum. Cet ultimatum, en fait, et la progression, régulière de la rançon va permettre justement aux pirates de mettre la pression, sur les personnes ciblées, pour les inviter vraiment à payer le plus rapidement possible. Alors les différents modes d'intrusion, des ransomware dans nos ordinateurs, on a vu qu'il y en avait plusieurs, ces derniers mois. Il y a donc, les pièces jointes suspicieuses qui vont arriver dans vos spams. Ça peut être un site internet, malveillant, un clic sur une pub malveillante. Et on va dire ce qui est le plus sournois et le plus compliqué, justement dans ces 2 dernières méthodes entre les clics et les sites internet, c'est que, on se rend compte, désormais qu'il y a un nouveau mode, d'installation du virus sur l'ordinateur du client. C'est ce qu'on appelle juste le drive-by content. Drive-by content, la traduction, c'est vraiment, on va dire, un téléchargement par simple navigation. C'est que juste en naviguant sur un site internet, sans forcément aller cliquer sur un lien et sans forcément aller télécharger un fichier, juste le fait de naviguer sur une page, ça va lancer un script sur le navigateur et ce script va lancer un téléchargement et le téléchargement va derrière installer le ransomware, le virus sur l'ordinateur de l'utilisateur. C'est donc, ce qui rend, on va dire, on va dire l'identification encore plus compliquée. La dernière méthode, c'est donc, un logiciel malveillant qui va être installé, mais ce logiciel malveillant, il peut venir soit de l'extérieur, soit d'internet. C'est-à-dire qu'on va télécharger un logiciel sur internet et on va l'installer sur son poste, mais ça peut aussi potentiellement venir de l'intérieur. C'est-à-dire que même un réseau qui n'est pas connecté à internet, va pouvoir être touché par un ransomware, par un virus, parce que le logiciel, on l'a installé directement de l'intérieur. Soit parce que c'est un nouveau logiciel, on verra notamment que c'est ce qui s'est passé hier et avant-hier, mais ça peut venir aussi d'une clé USB, d'un téléphone que l'on a connecté sur le port USB de son portable pour le recharger. Alors justement, je voulais, en profiter pour, faire un petit point sur, l'actualité des ransomware depuis le début de l'année. On a vu qu'il y a eu 2 attaques, qui sont vraiment notables, et qui ont touché le monde entier, WannaCry et Petya. Je voulais, voilà, faire un petit point pour expliquer les, on va dire, les spécificités de ces 2 attaques. Alors WannaCry, c'est un ransomware hors du commun qui a attaqué le monde entier, en mai 2017, hein, il y a à peu près un mois et demi. Alors il est hors du commun parce que, déjà il a touché beaucoup de monde, hein. On considère qu'il y a eu, 150 pays différents qui ont été touchés avec 230 000 ordinateurs qui ont été touchés et verrouillés en 3 jours.
C'est, impressionnant, c'est colossal comme volume et la vitesse à laquelle ça s'est répandu et c'est ce qui en fait vraiment, on va dire un ransomware hors du commun. Alors ce ransomware, WannaCry, il a exploité une faille de Windows, une faille qui était connue, qui avait été identifiée par la NSA. La NSA s'en est servie pour développer un outil, qui permettait du coup de faire de l'espionnage. Cet outil, c'est ce qu'on appelle Eternal Blue. La NSA s'en est servie pour faire de l'espionnage, mais la NSA s'est fait dérober cet outil par un groupe de pirates, qui s'appelait Shadow Brokers et Shadow Broker a vendu cet outil, sur internet, on va dire dans le dark web, à des pirates qui, eux, derrière, ont pu exploiter la faille de Windows. Alors, dès que WannaCry a commencé à agir, on a compris assez rapidement comment fonctionnait, le ransomware, hein. C'est un ransomware qui fonctionnait, justement soit par du drive-by, content, soit par des pièces jointes des emails. Donc c'est un ransomware qui venait de l'extérieur, qui venait d'internet et ensuite qui s'installait, sur les réseaux des clients. La deuxième attaque, et là on est vraiment dans l'actualité chaude, hein, parce que une attaque ransomware qui est, arrivée il y a 2 jours, hein, le 27 juin. Donc on est vraiment, on va dire, dans de la pure actu. Il s'appelle Petya. Il y a on va dire, il y a des variantes avec des noms différents, qui vont notamment être, NotPetya, ou alors, Petervra. Voilà, il y a différentes formes. C'est une attaque ransomware de grande envergure également qui a inondé le monde. Alors là, on est sur des pays qui sont davantage ciblés, surtout l'Ukraine, à 60 la Russie à 30. Donc là, on est déjà à 90 de cibles qui sont en Ukraine et en Russie, mais également d'autres pays qui ont été la cible. La France notamment avec, le groupe Auchan, avec la SNCF, avec, le groupe Saint-Gobain. Mais à chaque fois, on se rend compte qu'au final, c'est essentiellement des grands groupes, qui ont été directement, touchés, donc des grands groupes ou alors des administrations publiques. On est donc sur une attaque qui est vraiment ciblée. Là, cette fois-ci, les particuliers, les PME n'ont pas été touchés. Alors la spécificité justement de Petya, c'est que, ce ransomware, ne venait pas d'internet. C'est un ransomware qui a été, on va dire qui s'est propagé à partir du réseau des clients directement. Alors c'est pas encore complètement validé, mais, aujourd'hui, les pistes, sur, la source de ce ransomware, ça viendrait d'un ERP, qui est largement déployé en Ukraine, hein. C'est pour ça que l'Ukraine a été, très touchée et donc c'est lors de l'installation, d'une nouvelle release, firmware de cet ERP dans les entreprises. C'est vraiment, on va dire, le T0 de la propagation de ce ransomware. C'est à partir de là, qu'il a été, qui s'est répandu. Alors la complexité aussi de Petya, va beaucoup plus loin que WannaCry. WannaCry va simplement, on va dire, verrouiller des données et des systèmes, mais on va dire que c'est sur un OS qui est déjà démarré. Petya va beaucoup plus loin, c'est ce qui le rend beaucoup complexe, c'est que, Petya va agir dès le démarrage d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinateur n'aura pas encore complètement démarré. Petya va agir pour, usurper on va dire un rôle d'administrateur sur le poste. À partir de là, il peut tout faire. Il peut voler les données, il peut verrouiller les données, il peut, identifier si, il y a des identifiants et des mots de passe qui ont été enregistrés, les voler, les tester, ailleurs pour aller, vraiment se répandre sur d'autres systèmes et justement sur d'autres serveurs. Alors voilà pour l'actualité, on va dire des ransomware avec ces 2 attaques notables, sachant que derrière il peut y en avoir, on va dire des attaques beaucoup moins grande envergure, tous les jours.
Alors, évidemment, bah, le sujet, c'est, bah, se protéger, face, aux attaques de ransomware. Alors, il y a plusieurs solutions, pour se protéger. La première solution, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, surtout, on va dire, c'est une protection, matérielle et logicielle, pour se protéger face, à ce type d'attaque. Pour prévenir, alors, il vaut mieux prévenir que guérir, hein, c'est vraiment notre leitmotiv. Plus on aura été préventif et moins on a de risques d'être touché. La prévention, ça va passer d'un point de vue matériel par des services UTM, Unified Threat Management. C'est vraiment la gestion unifiée des menaces. Ce sont des briques, des services qui vont permettre de protéger le réseau face à ce type d'attaque. Alors, il y a 4 types de services UTM, hein, les anti-spam, les antivirus, le filtrage de contenu et la détection et la prévention d'intrusion. C'est 4 services qui vont nous permettre de combattre ce type de menace. Alors, le premier dont je vais parler, l'anti-spam, il va bloquer les emails indésirables. C'est une des premières lignes de défense et alors c'est assez standard, comme type de service, mais c'est pas parce que c'est standard que c'est installé. Là, l'objectif, c'est d'identifier, les messages qui sont infectés et les bloquer avant que le destinataire ne prenne le risque de l'ouvrir. Alors, on va l'identifier de différentes manières, hein. On va identifier un spam déjà par l'adresse de l'émetteur, de l'émetteur qui va être catégorisé comme spammer. Et donc, ce spam, on va le rejeter directement. Alors, soit on va le rejeter, soit on va le taguer comme spam, et puis d'ailleurs, l'utilisateur ça partira dans la boîte de mail indésirable. Ça permettra, on va dire, à l'utilisateur derrière d'agir comme il le veut sur ce spam. Alors, chez XL, l'anti-spam est basé, on va dire, sur un moteur d'un éditeur externe qui s'appelle Siren. C'est on va dire, un des leaders sur le marché des solutions anti-spam. Siren va enrichir à la volée, on va dire, une base de spammers, une base qui est basée, enfin on va dire, qui est située sur Internet. Et donc, les firewalls XL vont en permanence analyser et comparer les emails qui arrivent à cette base pour catégoriser l'ensemble des emails qui arrivent. La deuxième brique, le filtrage de contenu. Alors, cette brique-là va sécuriser la navigation sur Internet, hein. Là, on n'est plus sur l'anti-spam, on est sur de la navigation Internet. Et là, l'objectif, c'est de bloquer la consultation de certaines catégories de sites Internet. Par exemple, les ransomware, les virus seront essentiellement, on va dire, hébergés sur des sites catégorisés comme pirates. Déjà, si l'ensemble de mes utilisateurs, je leur interdis l'accès à ces sites-là, si je leur interdis parce qu'ils n'ont rien à y faire dans leur activité, bah déjà, ça va me permettre de sécuriser davantage mon accès Internet et mon réseau. Là aussi, on va chez XL s'appuyer sur une brique sur un moteur qui est édité par Siren. Donc c'est vraiment un expert, on va dire, de l'analyse de contenu, que ce soit du web ou du spam. Et donc en permanence, on va interroger une base qui est hébergée dans le cloud pour dire, bah ok, mon utilisateur, il veut aller voir ce site internet. Est-ce qu'il est catégorisé comme dangereux ou pas? Et s'il l'est, dans ce cas-là, je vais pouvoir le bloquer. La troisième brique, c'est l'antivirus. Alors là, notre antivirus, il arrive juste après l'anti-spam et juste après le filtrage de contenu, en considérant que, on va dire, le spam est passé, enfin un email est passé plus tôt et un client, mon utilisateur a pu aller sur un site internet. Là, on va chercher à empêcher l'exécution d'un fichier malveillant. Donc notre antivirus, il va
analyser, tous les fichiers qui vont rentrer, qui vont passer sur le réseau, tout le flux de fichiers. Et donc là, on va comparer, tous ces fichiers. On va analyser, la signature de ces fichiers, puisque tous les fichiers ont une signature. Et donc on va comparer la signature de ces fichiers à une base de signature, qui est là aussi, enrichie et tenue à jour en permanence par notre fournisseur Kaspersky. Et donc, si jamais, un fichier, qui souhaite rentrer dans le réseau, qui souhaite être exécuté dans le réseau, a la même signature qu'un virus, et ben, dans ce cas-là, je vais empêcher l'exécution de ce fichier pour éviter que le virus s'installe, dans le réseau. La dernière brique, l'IDP. Alors l'IDP, c'est, on va dire une brique qui va surveiller les comportements du réseau. Alors les comportements du réseau, on va les analyser sur la base d'une signature applicative. On va vraiment on va catégoriser l'ensemble des flux qui vont transiter sur le réseau. Tous les flux vont répondre, on va dire, à un type d'application, que ce soit, de la messagerie instantanée ou alors, de l'ERP ou alors, du torrent. Tous ces flux-là, on n'a pas forcément, besoin de les accepter sur le réseau. Il y en a qu'on va prioriser, il y en a qu'on va contrôler, mais il y en a aussi et surtout qu'on va pouvoir bloquer. Et donc, l'ensemble de l'IDP ZXL va pouvoir surveiller, les tentatives de connexion suspectes, les portes dérobées et donc, les bloquer avant qu'elles ne puissent agir sur le réseau. Alors tout cela, c'est donc, des services IDP, des services UTM que l'on va intégrer dans la solution de firewall en cœur de réseau. C'est une brique qui est évidemment indispensable pour, les entreprises, pour vos clients. Néanmoins, il y a d'autres, bonnes pratiques, qu'il va absolument falloir mettre en œuvre pour se protéger. Alors faire des sauvegardes régulières, et conserver des copies récentes, déconnectées, pour pouvoir restaurer facilement et rapidement les données, si par hasard, on va dire, on se retrouve, ciblé, par un ransomware et derrière, complètement verrouillé. Mettre à jour Mettre à jour et encore mettre à jour. Alors ça, c'est indispensable, hein. C'est que, comme on l'a vu, les virus et les ransomware, ce sont des éléments qui mutent, tous les jours, qui vont toujours progresser et c'est pas parce que, aujourd'hui vous êtes, protégé face à l'ensemble de ces attaques que vous le serez demain ou après-demain ou dans un mois, dans un an. Donc, vraiment l'ensemble de vos systèmes, de vos serveurs, de vos firewalls et l'ensemble de vos services UTM, faites-les, enfin mettez-les à jour régulièrement pour laisser le moins de failles exploitables. Faire attention lors de l'ouverture de pièces jointes d'un email, hein, c'est souvent par ici que l'on va récupérer des virus. Faire attention également lors de la navigation sur internet, on va dire ça a aucun intérêt d'aller sur des sites, malveillants. Ça suffit en drive by content pour installer un virus sur un poste de travail. Utiliser un logiciel antivirus sur chaque système et sur chaque poste de travail. Alors ça, c'est important, hein, c'est que là, j'ai parlé d'antivirus cœur de réseau. Il y a aussi des antivirus pour les postes de travail. Ce sont pas des solutions qui vont se substituer l'une à l'autre, ce sont des solutions qui sont vraiment complémentaires et c'est important, d'installer les 2 dans le réseau, aussi bien un antivirus cœur de réseau qu'un antivirus sur chaque poste de travail. En cas d'attaque, se déconnecter immédiatement, enfin déconnecter plutôt immédiatement l'ordinateur du réseau. Parce une fois dans le réseau, le virus va se propager. Si jamais vous arrivez à déconnecter le poste de travail, immédiatement, bah, ça va permettre de limiter la diffusion du virus et même pour aller même encore plus loin, je vous dirais que si par hasard vous commencez à avoir un message, de ransomware sur votre poste, si vous le déconnectez, du réseau électrique, bon, si vous le mettez sous tension, c'est donc on va dire si vous l'éteignez de manière sauvage, bah, ça va également permettre d'éviter la propagation du virus au sein même du poste de travail. Ça vous permettrait même de sauver certaines de vos données.
OK, utiliser pardon, des bloqueurs de script sur le navigateur internet, ça va éviter l'exécution de certains codes malicieux. Attribuer des droits cohérents aux utilisateurs, ça c'est quelque chose, on s'en aperçoit de plus en plus, et que les postes de travail qui sont utilisés à titre professionnel ne sont pas forcément configurés avec des droits cohérents, avec l'usage des utilisateurs. Très souvent, les ordinateurs sont tous configurés en administrateur. Former et sensibiliser l'ensemble du personnel. L'humain est très souvent le maillon faible, hein, dans la chaîne qui a mené à la diffusion d'un virus dans le réseau. C'est essentiel de sensibiliser tous les collaborateurs, hein. Les virus et ransomware, c'est pas uniquement l'affaire des administrateurs réseau et de la DSI, c'est vraiment l'affaire de l'ensemble des collaborateurs. Enfin, être prêt à agir et à réagir en cas d'attaque. Il faut, je pense, considérer qu'on sera tous, enfin qu'on est tous ou qu'on sera tous un jour, la cible d'une attaque. Il faut donc, être prêt à réagir et à restaurer, un backup sain, le plus rapidement possible pour, éviter de, on va dire de verrouiller votre activité, pendant un moment. Alors la gamme de sécurité, ZXL, je vous ai déjà présenté les services, UTM que l'on intègre dans nos solutions. La gamme enfin l'ensemble de ces briques UTM vont s'installer, sur des passerelles. Alors les passerelles de ZXL, vont permettre d'adresser des besoins différents, de 1 à plus de 500, voire même à plus de 1 500 utilisateurs maintenant avec, on va dire sur nos différentes passerelles. On va pouvoir vraiment adresser des tailles de sites, différents. Nous avons 4 gammes pour cela: la gamme entrée, la gamme performance, la gamme advanced et la gamme extrême. Donc l'ensemble de ces, on va dire de ces produits vont adresser depuis la TPE au site, on va dire au siège, d'une des très grosses entreprises, voire même des data centers. Ce sont donc, des produits qui vont s'adapter vraiment aux besoins, aux besoins de chaque site. Alors l'ensemble de ces solutions chez XL, que l'on parle de hardware, mais également on va dire de solutions, de briques logicielles pour, ce qu'il s'agit des services UTM, vont passer chaque année sur les bancs, du laboratoire, indépendant ICSA. C'est un laboratoire qui va tester, justement la capacité de solutions, à protéger des réseaux informatiques. Et donc, chaque année, ce laboratoire va apporter des tampons, des certifications aux constructeurs de solutions de sécurité. Et donc depuis 15 ans, ZXL, a toujours eu, son tampon. C'est donc un gage de garantie, pour l'ensemble de vos clients chez qui vous allez installer ce type de solution. Alors pourquoi est-ce que vous choisiriez les solutions de sécurité ZXL, par rapport à nos concurrents? Heu, j'ai 5 arguments, 5 éléments, voilà, pour vous convaincre aujourd'hui. Il y en a certainement d'autres, mais ceux-là, c'est vraiment on va dire des arguments essentiels. Vous allez déjà trouver chez, ZXL, des offres compétitives. Vous allez pouvoir optimiser votre marge avec des produits, qui vont, vraiment adresser les besoins spécifiques de vos clients. On n'a pas besoin d'installer, une bête de course, on va dire, sur un petit site ou, sur du home office. Pour cela, il faut mettre des produits qui sont adaptés, et c'est justement ce que vous allez retrouver chez XL. Les profits pardon récurrents, l'ensemble de nos solutions fonctionnent, sur la base d'un hardware, mais aussi de solutions de briques UTM qui vont devoir être renouvelées tous les ans ou tous les 2 ans, et ces licences, vont passer par le circuit de distribution standard, c'est-à-dire donc, par vous en tant que revendeur, mais également par les grossistes. Vous allez pouvoir, bénéficier donc de ces profits tous les ans, tous les 2 ans, de ces revenus tous les ans, tous les 2 ans, en renouvelant les licences, de vos clients. L'innovation, j'en parlais, 7 de notre chiffre d'affaires est investi en R&D.
Ça va aboutir pour notre gamme de sécurité à 2 releases majeures, par an. Vous allez vraiment, bénéficier de services innovants avec sur nos produits. Les partenariats stratégiques, j'en parlais également, pour nos services UTM. Zixel a fait le choix de ne pas développer ses propres services UTM, mais de s'appuyer sur des leaders du marché. C'est vraiment des combinaisons d'équipements derrière, qui vont permettre de maximiser, la sécurité des solutions. Enfin, la relation client, fiabiliser vos projets, grâce aux prestations de services, c'est aussi quelque chose qu'on vous apporte au quotidien. Depuis l'accompagnement commercial, l'accompagnement, technique en avant-vente jusqu'à la réalisation des prestations de services. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, vous faites au quotidien le choix de faire confiance à ZXL. C'est parce que vous savez avec ZXL, vous bénéficiez d'un partenariat de proximité pour vous accompagner au quotidien sur l'ensemble de vos projets. Voilà, on a parlé aujourd'hui de l'actualité des ransomware. Sachez que cette actualité, vous pouvez la retrouver, au quotidien sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse donc des ransomware, mais de l'ensemble de notre actualité. Vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments sur Twitter, sur LinkedIn, sur SlideShare, vous allez pouvoir retrouver cette présentation et sur YouTube, où vous allez retrouver des tutoriels, mais également les enregistrements de l'ensemble des webinars, que l'on fait chez XL France pour pouvoir les écouter on va dire en replay si par hasard vous n'avez pas le temps de participer à nos sessions en live. Et évidemment, sur notre site internet zixel.fr. Voilà, je vous remercie pour votre participation pour ce webinar. Et donc, de toute façon, on vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous pour les prochaines sessions avec différents sujets divers et variés. Je vais aller voir les questions que vous avez pu me poser pendant cette session. Alors, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, pour info, Petya affiche un faux écran de Windows pendant qu'il se répand, c'est qu'il lui donne toute latitude pour récupérer le mot de passe stocké sur les machines infectées. Effectivement. Alors, l'anti-spam ne peut pas fonctionner dans le cadre d'utilisation de messagerie Exchange. Alors, l'anti-spam de Zixel va fonctionner si jamais vous utilisez, on va dire, un client de messagerie vraiment hébergé chez vous. Si jamais vous utilisez d'autres types de messageries, par exemple des messageries qui seront hébergées, on va dire, par d'autres éditeurs comme Outlook, Gmail ou tout type, enfin, on va dire ce type de messagerie. Dans ce cas-là, on va dire le flux d'email, ça va être du flux web. Donc en fait, on va chez Zixel, dans ce cas-là, pouvoir l'analyser et le contrôler de 2 façons, avec les briques de filtrage de contenu ou avec la brique d'antivirus. Est-ce que les briques UTM simplement activées font le travail ou faut-il préciser les configurations pour éviter les ransomware? Alors on va dire toutes les briques UTM de toute façon doivent être configurées. On va dire qu'en standard, vous allez avoir un certain niveau de protection. Je vais pas dire qu'il est trop ou pas assez sécurisé, ça va vraiment dépendre on va dire de l'activité de votre client. Certains vont devoir être encore plus verrouillés, d'autres vont être, on va dire davantage libérés. Donc dans tous les cas, lorsque vous activez des services UTM, je vous invite vraiment à aller dans la configuration des services pour spécifier la configuration de vos clients. Sachant qu'il n'y a pas, on va dire, de configuration type pour les ransomware. La configuration, elle est plutôt orientée virus. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, on va dire, contrôler les virus qui pourraient venir sur vos clients. Et par exemple, de base, vous allez avoir une mise à jour quotidienne des bases de signature pour les virus et pour l'IDP. Ces bases de signature, ces mises à jour quotidiennes vont suffire pour beaucoup de clients
Pour d'autres clients, vous allez peut-être préférer une mise à jour toutes les heures, pour d'autres, une mise à jour toutes les semaines. Voilà, donc il y a pas de configuration idéale. La configuration idéale, elle est propre à chaque client. Alors, c'est bien, en plus, vous faites les questions et les réponses à ma place, ça va me permettre de descendre un peu plus vite. Alors, les sauvegardes en cloud ne représentent-elles pas un danger vis-à-vis des attaques? Ne faut-il pas mieux garder une sauvegarde sur cartouche, en interne? Alors les sauvegardes, hem, là, c'est pareil, hein, j'ai pas de je vais un peu vous faire une réponse de normand, hein, c'est qu'il y a pas de mode de sauvegarde, idéal. La sauvegarde dans le cloud, ce qui est bien, c'est qu'en général, on est sur des sauvegardes synchrones. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez, par exemple, modifier un fichier, on va dire, les systèmes de sauvegarde, déjà, vont fonctionner uniquement par incrément de modification. C'est-à-dire que, sur un fichier, je sais pas moi, sur un fichier Word, qui va faire, 5 mégas, bah, si vous avez modifié, qu'une phrase dans l'introduction, il y a que, cette toute petite modification qui va être modifiée. Alors, les sauvegardes en cloud, évidemment, vous maîtrisez pas, on va dire, le cloud, l'environnement cloud, auquel vous avez souscrit. Alors normalement, on va dire, tous ces environnements-là, ils sont eux aussi complètement sécurisés, on va dire en matière de sauvegarde. Mais on n'est pas à l'abri un jour que ces environnements de cloud soient également, eux, attaqués. Donc effectivement, on va dire, c'est toujours bien, de faire des sauvegardes en interne et de les stocker de manière non connectée. Ces sauvegardes qui ne seront pas connectées, bah, ça veut dire que, ces sauvegardes-là ne pourront pas être touchées par des virus. Alors, il faut évidemment les connecter à un moment, parce que, ces sauvegardes, faut les enregistrer, on va dire sur un serveur de stockage. Il y a ce moment-là où elles seront connectées, mais tout le reste du temps, il faut vraiment, les stocker en interne de manière déconnectée. Alors, plus j'en apprends, mieux je me porte. Bah, c'est bien, j'espère vous avoir appris des choses aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez nous envoyer cette présentation? Alors, elle ne sera pas envoyée par mail, mais vous pourrez la retrouver sur SlideShare, sur notre compte SlideShare. Elle sera également disponible dans YouTube. Alors, donc en couplant plusieurs briques UTM, des messageries web comme Gmail seront analysables. Oui, elles seront analysables. Elles seront analysables en termes de filtrage de contenu, notamment d'ailleurs avec, on a désormais donc le filtrage de domaine HTTPS. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller sur Gmail, parce que Gmail, on va dire que Gmail, ça reste aujourd'hui un des services les plus utilisés, donc c'est difficile de le bloquer complètement. Vous pourriez en revanche le scheduler. C'est-à-dire que si de votre côté vous utilisez une autre messagerie, mais que vous savez que vos collaborateurs l'utilisent beaucoup, vous pourriez par exemple planifier, on va dire, la consultation de Gmail uniquement entre 12 heures et 14 heures. Et évidemment, bah, toutes les pièces jointes des mails reçus sur Gmail, vous allez pouvoir les analyser avec la partie antivirus. Alors, les Mac sont-ils protégés d'office? Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que les virus vont souvent cibler les ordinateurs Windows plutôt que Mac. C'est pour une raison très simple, c'est que les ordinateurs Windows sont beaucoup plus répandus que les Mac. Mais ça ne veut pas dire enfin, ça veut pas dire que les Macs sont protégés d'office. Les solutions antivirus de poste de travail Kaspersky existent également sur Mac. Donc, encore une fois, je vous invite à protéger vos ordinateurs PC comme Mac. C'est vraiment important. Alors, serait-ce possible d'échanger nos adresses email? Alors, bien évidemment,
Vous retrouverez de toute façon, sur la première page, enfin sur la page de garde de la présentation, il y a mon adresse email. Vous pouvez l'utiliser. Sinon, c'est, c.gesmar@ixelles.fr. On peut évidemment continuer à en parler. Et donc maintenant vous m'avez donné votre adresse email, donc je pourrais vous envoyer un mail également dans la suite. Peut-on revoir le webinaire en replay? Vous pourrez évidemment le revoir, en allant sur, notre chaîne YouTube. Alors on a largement dépassé la demi-heure qu'on avait prévue, mais je pense que c'est un sujet qui intéresse et enfin qui nous intéresse chez XL, qui semble vous intéresser aussi. C'est donc normal qu'on y passe du temps. Merci pour votre participation, pour votre écoute et pour votre temps. Les échanges peuvent continuer soit par votre commercial, soit par moi. N'hésitez pas à m'envoyer des emails. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit maintenant et puis un bon été parce qu'on est le 29 juin et que ce sera certainement également le moment des vacances pour vous tous. Et j'aurai de toute façon le plaisir de vous revoir lors de nos prochains événements. Voilà, merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt.